Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus voir cette conférence sur Elancidi, voici comment sécuriser un conteneur. Je vois que la salle est comble, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et je suis très content d'être dans cette salle parce que j'ai donné ma première conf publique il y a 2 ans ici. C'est assez impressionnant. Enfin bref, attaquons le sujet. On va commencer par des petites présentations. Donc moi je suis Yann Chépins, donc je suis tech lead chez OnePoint depuis maintenant 4 ans à peu près. J'ai environ 13 ans de carrière derrière moi, où j'ai commencé beaucoup dans le web, autour des technologies PHP. Et ça m'a entraîné assez rapidement autour de tout ce qui est dans le DevOps. Je suis certifié Green IT, je suis assez proche de tout ça. Et en fait, je suis arrivé assez rapidement dans le DevOps pour une raison simple, c'est que j'avais la flemme de faire toujours la même chose. Donc j'ai découvert l'industrialisation. Et j'avais en particulier la flemme d'avoir besoin de réinstaller les postes de dev, etc. etc., etc. Donc, à l'époque, avant que Docker arrive, j'avais créé des environnements de développement sous Vagrant. Alors, il y en a qui se rappellent, Vagrant sous Windows avec les montages, c'était un enfer. Et du coup, quand Docker est arrivé, je me suis dit ça pourrait être sympa. Donc, on a commencé à mettre Docker en place chez nous. Alors, Docker Compose n'existait pas à l'époque non plus. C'était Fig. Et on s'est dit c'est vachement pratique quand même. Et Docker, j'ai continué à le travailler de cette façon-là pour emmener jusqu'à la production. D'ailleurs, en parlant de Docker, qui est notre sujet du jour, la définition officielle de Docker, c'est une plateforme ouverte pour le développement, le déploiement, l'exécution d'applications. Il permet d'embarquer et d'exécuter une application dans un environnement cloisonné appelé conteneur. Malgré tout, c'est une solution de conteneurisation qui a un petit peu révolutionné notre métier. Mais je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas Docker, vous risquez d'être un petit peu perdu sur cette conférence. Quelques petites choses à savoir avant de commencer. Ici, je vais parler de Docker Compose qui est intégré à Docker. Vous allez voir, la notation est assez non uniforme, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions avec la V3 de Docker Compose, la V2, bref, etc. Les principes restent les mêmes partout. La plupart des règles aussi que je vais vous présenter sont aussi applicables pour les orchestrateurs. Ce n'est pas lié qu'à Docker. Et d'ailleurs, en parlant de Docker Compose, petit truc sympa à savoir, si vous utilisez toujours Docker Compose avec le tiret, faites gaffe parce que la version 3 n'est pas la suite de la version 2. Ok, c'est bizarre, mais c'est comme ça. En fait, la version 3 de Docker Compose, elle est surtout adaptée pour aller faire du Docker Swarm derrière. Typiquement, si vous utilisez Docker Compose V3 en standalone, vous ne pourrez pas faire de limitation de ressources. Donc, si vous faites du standalone avec Docker Compose, soit utilisez la V2, soit la version de Compose qui est actuellement intégrée à Docker, mais pas la V3 en tout cas. Et le dernier disclaimer, cette conf c'est pour un public averti. Je ne vais pas aborder le fonctionnement de Docker, je ne vais pas réexpliquer ce qu'est un réseau, je ne vais pas parler de base de sécurité en informatique, je ne vais pas réexpliquer pourquoi il faut sécuriser les applications, les infra de ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et je ne vais pas parler de tous les risques, impacts que ça peut avoir, des différentes failles qu'on va présenter, et des éléments de configuration. Et je ne parlerai pas non plus du sens profond de l'acronyme DICT, qui est disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer. On va mettre un peu de contexte dans comment j'en suis arrivé ici. Donc, ça, c'est une forge logicielle sur lesquelles j'ai travaillé, sur lesquelles je travaille toujours. Donc ça, c'est à peu près une infra de forge. Elle a bougé. C'est quelque chose d'assez classique, hein. Je pense que vous reconnaissez les outils. On a une zone privée qui est accessible seulement aux administrateurs, avec du téléport. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, c'est un super outil. On a une zone publique pour tous les développeurs, pour tout le monde. On a des outils de monitoring, on a de la gestion de secrets avec du Vault. Il y a pas mal de petites choses. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir très probablement, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà. Et cette forge logicielle, nous, notre stratégie de déploiement, parce qu'on n'a pas eu trop le choix, c'est d'avoir des VM. Des VM, parce que mon client ne voulait absolument pas entendre parler de Cube à l'époque. C'est toujours pas le cas aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, notre choix, c'est d'avoir une VM par outil. Et du coup, pour nous simplifier la vie, on s'est dit, OK, on va quand même pouvoir mettre du Docker, donc on va mettre du Docker Compose. Donc, on a une VM avec un Docker Compose qui gère le déploiement d'un outil. OK, c'est pas l'idéal, c'est sûrement pas à l'état de l'art, en plus, vu tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais on a déjà réussi à mettre en place du Docker, et c'est déjà une grosse victoire. Donc, tous nos outils tournent sous Docker. OK. C'est un élément qui est central dans notre infrastructure et dans tout l'outillage qu'on a. Il est omniprésent, voire omnipotent.
Et Docker, malgré tout, il a les droits root. Alors maintenant, on a du rootless, mais je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui n'utilisent pas en rootless. Donc, on a un outil qui est absolument partout sur notre infra, qui a accès à peu près tout. Il y a quand même des petites questions à se poser. En tout cas, nous, on s'en est posé. Malgré tout, pourquoi on a utilisé Docker quand même, si on a des doutes sur le fait qu'on soit capable de maîtriser une solution qui a des accès comme ça partout? C'est pour les raisons assez classiques. Docker, facilité de déploiement, facilité de mise à jour, la standardisation de nos OS de base sur toute l'infra, la portabilité des confs, j'en passe et des meilleurs, la gestion de la scalabilité, bref. Et tout ça, évidemment, avec du Docker, c'est beaucoup moins galère pour automatiser la gestion de notre infrastructure et automatiser tout ça. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Malgré tout, on connaît Docker. Nous tous, je pense qu'on connaît Docker. Nous, on connaissait Docker. En tout cas, on pense le connaître. On pense savoir comment il fonctionne. On peut lire la doc et tout. Et Docker, on s'est dit, il est utilisé un peu partout. Nous, on l'utilise dans le monde de l'IT, c'est utilisé partout. Donc, on a quand même un niveau de confiance en l'outil qui est assez élevé. Mais comment est-ce qu'on pouvait être sûr que cette couche logicielle, elle soit bien sécurisée? On connaît tous plus ou moins des bonnes pratiques. On voulait aller un petit peu plus loin dans tout ça. Et au fil de nos recherches, on a découvert ce document-là. Donc ça, c'est le guide de l'ANSSI, recommandations de sécurité relatives au déploiement de conteneurs Docker, qui est très intéressant. Et en lisant ça, on s'est rendu compte que la configuration de base de Docker était loin d'être sécure. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de le parcourir ensemble. On va revoir les différentes règles, pas dans l'ordre. Je les ai réorganisées par catégorie et par difficulté pour que ce soit plus simple à appréhender. On va parler de limitation de ressources, on va parler de permission de file system, on va parler de log, on va parler de réseau, et on va parler à la fin d'un truc particulièrement étrange, voire effrayant pour certains d'entre nous. Et on va commencer des plus simples et évidentes aux plus complexes, voire certaines qui sont carrément inapplicables. Allez, on commence. La première chose qu'on va chercher à faire, c'est limiter la consommation de nos conteneurs. Pour éviter que les conteneurs consomment toutes les ressources disponibles en fait, sur nos VM. Sinon, on va se retrouver avec un système qui est à l'arrêt, en mode dégradé. C'est une bonne pratique assez classique. On fait attention à ce que nos systèmes fonctionnent. Et si on ne fait pas gaffe à ça, on va avoir des problèmes de dispo. La première règle qu'on va avoir, d'ailleurs, avant de commencer, vous verrez, il y a une petite pastille en haut, là, c'est easy. C'est à peu près le niveau de difficulté que je considère de la règle. Ça peut vous donner des indicateurs. Donc là, on va commencer en douceur. La règle R10 nous dit que chaque conteneur doit être démarré avec une limite maximale d'utilisation de la mémoire de l'hôte, avec l'option memory, et une limite maximale d'utilisation de la mémoire swap de l'hôte, avec memory swap. Vous avez les deux à gérer. Il y a plein d'autres options qui sont disponibles avec ça, le memory swapiness en pourcentage, memory reservation, kernel memory, etc. Parce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, un conteneur n'a pas de contrainte quand vous le lancez. Par défaut, il est capable d'aller bouffer toute la ressource RAM de votre hôte. Donc, pensez à mettre ça. Quand je vous disais que la façon d'écrire dans les Docker Compose est un peu étrange, vous voyez, ça c'est un héritage de la V3 avec le deploy ressources limit memory, et le même swap limit, ça vient de la V2, et ça c'est du Compose actuel. Donc faites attention, si vous commencez à jouer avec ça, trouvez les bonnes règles. La règle... Allô ? Hop. La règle R11, c'est plus ou moins la même chose que pour la mémoire. La règle nous dit que chaque conteneur doit être démarré avec une limite maximale d'utilisation du CPU de l'hôte avec les options -CPU avec un S, où on peut lui assigner un nombre de CPU spécifique, ou avec les options CPU période, CPU quota, etc. Moi, je trouve ça assez compliqué. Généralement, je préfère utiliser CPU %. Ça permet de dire que tu as le droit de consommer jusqu'à tant de pourcentage du CPU. Ça permet du coup de contrôler que le conteneur n'ait pas trop bouffé non plus en CPU. Sur la règle R9, là, on va commencer un petit peu avec les gros mots. Dédier des contrôle groupes pour chaque conteneur. Alors, pour rappel, les contrôle groupes, c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de limiter, compter et isoler l'utilisation des ressources, processeur, mémoire, utilisation disque, etc. Et les groupes de contrôle permettent en fait de créer des restrictions. En fait, quand vous avez des process, vous pouvez leur assigner un contrôle groupe. Et du coup, ils vont se limiter à ce truc-là. Cette règle-là, elle dit explicitement que chaque conteneur doit être démarré avec des contrôle groupes distincts de l'autre et donc sans l'option cgroup-parent. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous ne faites rien, vous n'utilisez pas l'option, tout simplement.
Laissez Docker gérer ça. Il va le faire très bien. Docker crée des contrôle groupes pour chaque conteneur par rapport à ce que vous avez défini. N'y touchez pas. Des objectifs de toutes ces règles-là, c'est d'éviter les surcharges de système, tout simplement, via de la limitation de mémoire et via de la limitation CPU. C'est une bonne pratique. Et le petit plus de ça, c'est que ça peut aider un petit peu en éco-conception aussi. On a une meilleure contrôle de ce qui se passe, on pose des limites, on évite que ça parte complètement en vrille. Voilà. Attention, ce sont des configurations pour la plupart limitatives. Ça veut dire qu'elles ne sont pas réservatives, donc vous pouvez dépasser les ressources que l'autre vous propose. Vous pouvez mettre 4 conteneurs à 80% de CPU. Alors c'est bien, faites juste gaffe à ce qu'ils ne tournent pas tous à fond en même temps, parce que de toute façon, ça va quand même foutre votre VM par terre, ou en tout cas votre truc par terre. C'est le même principe de pair provisioning qu'on peut avoir sur les hyperviseurs, typiquement. Donc c'est les mêmes contraintes aussi, attention à ça. Pour la suite, on va parler d'accès file system et de permission. Donc là, on est sur du classique dans la sécurité système. Dans la majorité des cas, les conteneurs, ils ont le droit d'écrire sur le disque, que ce soit par des volumes, mais quand vous écrivez dans votre conteneur, vous écrivez sur votre disque. Voilà, c'est pas de secret, il faut bien que ça écrive quelque part. Il y a quelques stratégies quand même qui permettent de limiter ou supprimer ces accès disques. Le premier, c'est la toute première règle d'ailleurs du document, c'est isoler les systèmes sensibles du fichier de l'hôte. La règle nous dit que le conteneur doit être démarré sans partager les systèmes de fichiers sensibles de l'hôte. /dev, /proc, /sys. En même temps, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça. Ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. Donc voilà. Et l'autre point qui est important sur cette règle-là, c'est qu'il ne faut pas utiliser l'option privilège non plus. Pour ceux qui font du Docker in Docker, typiquement ceux qui s'amusent à builder des images Docker, vous avez besoin de cette option-là. Parce qu'en fait, cette option permet à Docker et au conteneur d'accéder à tous les devices, au sens Linux, de l'hôte. Donc, pas de privilège. Faites pas ça. Puis pour builder des images Docker, on en reparlera, mais il y a Nico, il y a d'autres solutions. Pareil, restreindre l'accès au périphérique de l'hôte. La règle nous dit si un conteneur doit être démarré avec un périphérique de l'hôte, celui-ci doit être ajouté au conteneur avec l'option device et les options complémentaires RWM spécifiées pour en limiter l'accès au strict minimum. Alors, moi, j'ai jamais eu le cas de faire ça, j'ai jamais eu vraiment ce cas d'usage-là, j'ai jamais essayé de connecter un conteneur Docker à mon casque USB. Peut-être des choses à tenter, mais voilà. Ça peut être une option alternative à l'option privilège, si vous avez vraiment besoin. Donc, au lieu de mettre privilège, vous spécifiez bien quel est le device que vous voulez pouvoir attaquer. Ça peut être une idée. Voilà. Ouais. La règle R12, là, on commence à rentrer dans le dur. Celle-ci, elle est assez dure. On va restreindre en lecture le système de fichiers racines de chaque conteneur. En gros, vous mettez votre conteneur en read-only. Il n'a pas le droit d'écrire sur le disque. C'est hyper difficile. Surtout quand on est dans mon cas où je travaille sur une forge, où j'ai du GitLab, de l'Artifactory, du Sonar, où j'ai aucune idée de où est-ce qu'il écrit ces trucs. Voilà. Si vous arrivez à le faire, c'est génial. En plus, du coup, vous êtes tranquille sur la gestion de votre espace disque. Mais voilà, c'est une très bonne règle. Si vous ne pouvez pas faire ça, il y a la règle R12 qui permet de limiter l'écriture de l'espace de stockage de chaque conteneur. La règle nous dit un conteneur peut être démarré avec une limite maximale d'utilisation de l'espace disque de l'hôte pour son système de fichiers racine ou root file system en lecture en écriture avec l'option storage option. Ça peut être pratique si vous savez que vous avez des systèmes qui vont peut-être un petit peu écrire, mais qui ne doivent pas dépasser une certaine taille. Ou vous pouvez l'utiliser tout simplement pour protéger votre disque. Par contre, je ne sais pas trop après comment va réagir votre application, mais ça, après, c'est votre problème. Donc voilà. Et il y a une autre règle qui est assez intéressante, surtout pour ceux qui font un peu d'ops et qui font de la configuration de VM. C'est un conteneur peut être démarré avec son système de fichiers racine ou le root file system en lecture en écriture dès lors que la zone de stockage locale de Docker, en gros var_lib Docker, il est sur une partition dédiée et distinct du coup de la partition de l'hôte. Là, au moins, vous êtes tranquille. Vous avez une partition qui est prévue à Docker, qui est dédiée à son fonctionnement. Ça permet de ne pas mettre en péril votre kernel, et en tout cas votre hôte de base. Voilà, essayez, si vous pouvez, monter le répertoire Docker dans une partition à part entière. Ça peut valoir le coup. La règle 13 nous dit « Créer un système de stockage pour les données non persistantes ». Les répertoires contenant des données non persistantes ou temporaires doivent être montés à l'aide d'un montage bind tempfs avec l'option mount type tempfs. Vous pouvez définir le size, le mode, etc. Ça, c'est génial pour les répertoires de cache.
En gros, les montages TempFS, pour ceux qui ne le savent pas, ça vous permet de monter un morceau d'espace disque dans de la mémoire vive. Donc, si vous rebootez l'ordi, forcément, vous perdez tout. Mais par contre, pour du cache, c'est hyper pratique. Vous avez un accès beaucoup plus rapide, d'un point de vue perf, c'est génial. Voilà. Pensez-y. Nous, on a eu du mal à le mettre en œuvre, mais on en reparlera, parce qu'on ne sait pas où est-ce que GitLab fout ses caches, Artifactory, bref, tout ça. Mais si vous maîtrisez votre application, essayez d'y penser. La règle 14 nous dit créer un système de stockage pour les données persistantes ou partagées. En gros, la règle nous dit clairement les répertoires contenant des données persistantes ou partagées avec l'autre ou avec d'autres conteneurs doivent être montés avec soit du bind mount. Donc en gros, vous pouvez définir la taille, vous pouvez définir les accès, c'est un accès direct sur le disque. Vous avez ou l'usage des volumes directement. Ça, c'est vraiment plutôt pour éviter que vous perdiez vos informations. Dans tous les cas, si c'est que de la lecture seule sur la donnée, pensez au petit arrow à la fin de votre montage. C'est toujours intéressant, vous allez limiter les risques. Et dernière règle, restreindre l'accès au répertoire et aux fichiers sensibles. Si un conteneur doit partager des répertoires ou des fichiers sensibles avec l'autre ou un autre conteneur, il doit démarrer en restreignant ses accès au strict minimum. C'est assez naturel, cette règle. Au final, on ne va pas s'amuser à monter des répertoires, sauf ceux qui s'amusent à monter slash. Mais ça fait du bien de le rappeler. Essayez vraiment de limiter les montages que vous avez besoin. Bref, sur toute cette partie-là, on va chercher à limiter au maximum les accès au file system de l'autre par le conteneur, par de l'isolation interne et par de l'isolation externe. Et si vous utilisez TempFS, il y a des effets de bord positifs avec tout ça. On va écrire en RAM, ça vaut le coup. Il faut peut-être un peu plus de RAM sur la VM, mais ça vaut vraiment le coup. On continue avec les logs. Alors les logs, du coup, ça va nous poser un problème ici. Si on limite tous les accès disques et qu'on souhaite éviter que tous les logs sautent sur la sortie standard de Docker, qui est une bonne pratique généralement, mais typiquement GitLab, il sort 70 types de logs différents. On ne les a pas tous envoyés sur la sortie standard, je vous le jure, parce que sinon, ce n'est pas gérable. Comment on fait en fait pour gérer ça correctement? On a deux petites règles à ce sujet-là. Le premier, c'est exporter les journaux avec Docker. Le service Docker, il peut être configuré nativement pour collecter les journaux des événements et les envoyer ailleurs. Pour ça, vous avez tout un tas de log drivers qui existent. Ça, c'est issu de la doc de Docker. En gros, vous pouvez dire à Docker, tout ce qu'il y a dans les conteneurs, tu vas me l'envoyer, soit tu me le sors en JSON, soit tu l'envoies directement du FluentD, soit tu envoies du Splunk. Ça, c'est natif. Donc, essayez de l'utiliser. Ça peut valoir le coup. Le mieux, évidemment, c'est de l'envoi direct vers un service de collecte. Si vous ne pouvez pas le faire, essayez de voir pour que l'application elle-même soit capable d'envoyer ses logs à l'extérieur. Ça, par contre, du coup, on sort un peu du cadre, ça veut dire que c'est à l'application de le gérer. Voilà, donc il y a des applis qui permettent de ne pas le faire. Dans tous les cas, sur les logs, on ne garde pas les logs sur les machines. Ça, c'est un classique. Si votre VM tombe et que vos logs sont sur la VM, bon courage. Voilà, de manière générale, centralisez vos logs à l'extérieur, que ce soit pour les applis conteneurisées ou non. On va redescendre encore un petit peu, on va parler un peu de réseau. Il y a un petit truc qui m'a choqué quand je suis tombé sur cette documentation, c'est qu'il y a un pas fun fact avec Docker qui est par défaut, le démon Docker, il met tous les conteneurs sur le même réseau. Tous, sans exception. Donc par défaut, tous les conteneurs d'une même VM, d'un même nœud, ils peuvent communiquer entre eux. Voilà. Il y a un petit problème quand même ici. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on cherche à éviter. Et ça, c'est la règle R3 qui nous explique. En gros, le service Docker doit être configuré pour démarrer un conteneur sans le connecter par défaut au réseau bridge Docker 0. Ça, vous pouvez le configurer directement dans le service Docker, --bridge none. Ça, c'est le truc caché, je vous avoue, je ne m'y attendais pas vraiment. Par contre, attention, vous pouvez avoir des problèmes pour sortir sur Internet. Ça peut arriver, parce que du coup, il n'y a plus de réseau. Mais ça devrait pouvoir le faire. Ça, c'est vrai que si vous utilisez Docker en mode standalone. Si vous utilisez Docker avec Docker Compose crée pour vous des réseaux spécifiques aux différents services. Donc voilà. Dans tous les cas, essayez d'utiliser Docker Compose dans ce cas, ça vous protégera. La règle R4, elle nous dit
Chaque conteneur doit être démarré sans partager l'interface réseau de l'autre. N'utilisez pas ---- network host, s'il vous plaît. Gardez vos conteneurs dans le réseau de Docker. Isolez les communications. Parce que si vous le mettez sur le réseau de l'autre, votre conteneur va avoir accès à toutes les informations réseau de votre machine. Ce n'est pas une bonne idée. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Surtout si ce n'est pas vous qui avez développé votre conteneur et que vous avez chopé un truc sur le Docker Hub où il y a 2 stars qui n'est pas maintenu depuis 2 ans. Voilà. La règle R5, celle-ci, elle est simple à comprendre. Elle est hyper longue à mettre en place. En gros, si un conteneur doit exposer un port de l'interface réseau de l'autre ou doit être connecté à un ou plusieurs autres conteneurs, un réseau dédié doit être créé pour chaque connexion. Par exemple, si on a un frontal avec, avec une DB et un back, comme l'exemple ici, eh ben on va faire 3 réseaux. On va faire un petit réseau back DB network pour que le back puisse communiquer avec la base de données, un autre réseau pour que le front et le back puissent communiquer, et encore un autre réseau pour que l'autre et puis le front puissent communiquer. C'est hyper relou à faire, surtout quand vous avez des trucs qui sont en microservices, parce qu'il faut deviner quel service communique avec quel service. Bref, si ce n'est pas documenté, c'est drôle, vous passez un bon moment, hein, clairement. Donc voilà, comme je disais, hein, Docker Compose, créer des réseaux dédiés par groupe de conteneurs. Voilà, essayez de faire ça. Un petit exemple sur ce que ça peut donner, ça c'est un cas réel. Hein. Là j'ai juste un Artifactory avec un Nginx qui me sert de reverse proxy devant. Ben, mon Artifactory il est sur un réseau interne qui du coup est déclaré en tant qu'internal, ce qui fait par contre qu'Artifactory n'a pas accès à Internet, n'a pas accès à l'autre, chose à penser. Et il y a Nginx qui est du coup sur les 2 réseaux, qui permet de faire la passerelle. L'avantage malgré tout de faire ça, c'est qu'Artif il n'est pas du tout attaquable. C'est que vous êtes vraiment obligé de passer par Nginx, par votre reverse proxy. Ça vaut le coup. Bref, sur le réseau, l'objectif de tout ça, c'est un objectif assez classique dans la sécurisation, c'est d'isoler. On isole, on essaye de whitelister toutes les connexions. On fait de telle façon à ce qu'on soit sûr qu'il y ait tel élément qui puisse communiquer avec tel élément. Et pas, vas-y, va voir, on verra. On va attaquer la dernière partie des règles. On va parler de limitation kernel. On va parler d'autres petites joyeusetés. Moi, c'est ce que j'ai appelé le boss mode, hein, même quand je l'ai présenté à mes collègues. Donc, namespace, PID, PC, etc. Plein d'éléments de configuration qui vont nous permettre, par contre, de vraiment isoler Docker du reste du système. Mais avant de parler de tout ça, on va faire des petites révisions quand même, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au point sur ces sujets-là. Les namespace systems, c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui permet de partitionner les ressources du noyau de telle sorte à ce qu'un ensemble de processus voit un ensemble de ressources, tandis qu'un autre ensemble voit un autre ensemble différent de ressources. En gros, ça permet de cloisonner les différents process pour savoir à quelles informations ils ont accès. Dans les namespace systems, la configuration Docker par défaut, elle fait ça. En gros, chaque conteneur va avoir son propre namespace MNT, donc tout ce qui est montage de fichiers. Si vous regardez dans votre conteneur et que vous faites un fstab, ou pareil sur votre hôte, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Donc c'est parce qu'ils ont des namespaces différents. Pareil pour les ID de process. Ça, c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on fait du Docker. Bah, ça doit être l'ID 1 ou 2 dans les conteneurs Docker. Ce n'est pas les mêmes que votre hôte. Pareil pour les interfaces réseau, parce que sinon, on serait en network. Si vous êtes en network hôte, typiquement, ce n'est pas un partage de namespace, mais par contre, on n'est pas loin. IPC, les canaux de communication interprocess, ça c'est assez intéressant. En gros, par défaut, vous ne pouvez pas faire communiquer des process internes de conteneur à conteneur. Il y a eu un cas où je suis tombé, j'en ai parlé avec mon beau-frère, il bosse là-dedans, pour faire de la communication directe avec des, avec des sous-process de cartes graphiques, enfin, un truc de barbu réellement. Mais sinon, vous amusez pas avec ça. Voilà. Et le namespace UTS, que j'arrive jamais à définir, donc je vais vous laisser avec ça. Je vous laisserai vérifier après. Mais malgré tout, on a quelques namespaces qui sont partagés avec l'autre. Celui-ci, il est très drôle, hein, je pense qu'on est tous tombés là-dessus quand on fait du bind mount. Il y a le même namespace partagé, il y a le même namespace de user ID. Ça veut dire que les user ID que vous avez dans mon conteneur, ils sont dans le même jeu de nombre que celui qu'il y a sur votre hôte. Alors, je sais plus si j'en parle après, mais vous pouvez lui dire de commencer les ID plus tard. Mais du coup, si vous faites du bind mount,
ben, ça va être le bordel. Essayez pas d'attaquer vos fichiers directement par l'hôte, vous allez vous perdre. Les C-groupes, on en a parlé un peu tout à l'heure, tout ce qui est règles d'accès aux ressources. Donc même si Docker utilise des C-groupes spécifiques pour chaque conteneur, ce sont les C-groupes, les contrôle groupes de l'hôte. Et puis le time, ça on est très content qu'il soit partagé, on n'a pas envie d'installer un serveur NTP sur chacun de nos conteneurs. Pour ces règles-là, la règle 5 nous dit chaque conteneur doit être démarré avec les namespaces PID, IPC, UTS distincts de l'autre et autres conteneurs, donc sans les options -PID, -IPC, -UTS. En gros, utilisez pas ça, c'est tout. Utilisez pas ces trucs-là. C'est disponible, mais ne le faites pas. Parce que ça, ce que ça nous permettrait de faire, typiquement, c'est d'avoir un conteneur qui va killer des process de l'autre. Ça, vous n'avez peut-être pas envie que ça se passe. Si vous avez envie, vous êtes dans un cas d'usage très particulier et vous venez donner une conf, ça peut être intéressant. Voilà, évitez de faire ça. Sur la partie User ID, il y a une recommandation qui est le service Docker doit être configuré pour démarrer tous les conteneurs avec un namespace User ID distinct de l'autre, donc autre que la configuration par défaut, et des autres conteneurs avec l'option UserNS Remap. Donc ça, vous pouvez le faire soit dans la ligne de commande quand vous lancez un conteneur, soit vous pouvez le faire directement dans le fichier de configuration de Docker. Cette configuration doit s'accompagner d'une interdiction de créer de nouveaux namespace User ID à l'intérieur du conteneur. Ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aller décaler les ID qu'il y a dans votre conteneur. Il va les déplacer pour les mettre sur d'autres ID. Par contre, ça, si vous faites du bind mount, c'est un peu galère. Soyez vigilant avec ça, ça peut être intéressant. Mais c'est un peu compliqué. La règle R7 nous dit sur les systèmes Linux à base de Debian, la configuration système kernel unprivileged UserNS clone doit être égale à 0. Ce qui est la valeur par défaut, bien heureusement, pour restreindre la création d'un namespace User ID au seul utilisateur root. En fait, cette règle-là du kernel Linux est capable d'autoriser d'autres utilisateurs à créer d'autres namespace user. Faites pas ça, laissez root gérer ça, il le fait très bien. Voilà. Ça, c'est pareil, ça fait partie des règles, on ne touche pas, on laisse, c'est très bien, on laisse tranquille. Malgré tout, si vous avez votre configuration de base qui fait du user remap, mais que vous avez besoin qu'un de vos conteneurs puisse quand même utiliser les user ID de l'autre. Typiquement, quand vous faites du bind mount, vous pouvez utiliser ça comme paramètre, UserNS host. Ce qui veut dire que de manière générale, vos conteneurs sont sur un autre user namespace ID, user ID namespace. Par contre, pour ce conteneur-là, on va réutiliser le même. Voilà, c'est une petite solution alternative. On en a fini avec les namespaces et on attaque les capabilities kernel. Alors, les capabilities kernel, ce sont des privilèges que le noyau Linux va donner à des programmes. Et par défaut, ça, c'est toutes les capabilities qui sont offertes aux conteneurs. Vos conteneurs, par défaut, ils sont capables d'aller modifier des process, d'aller modifier des répertoires, d'aller modifier les propriétaires des répertoires, d'aller killer des trucs, de faire du shroot. Ça peut faire plein de trucs. Ça, voilà, ça fait partie. Alors, je vous avoue que là, la liste, je l'ai pompée de je sais pas où, parce que je ne connaissais pas du tout ces notions-là avant d'attaquer le sujet. Donc voilà. La première règle sur ça, c'est interdire l'utilisation des capabilities. En gros, votre conteneur n'a aucun droit. Il ne peut rien faire à part s'exécuter. Le process ne peut juste s'exécuter. C'est absolument tout. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. En gros, vous allez vraiment limiter ce que peut faire votre conteneur. Si c'est sur des outils que vous ne maîtrisez pas, c'est risqué. Soyons clairs. Moi, j'ai fait le jeu, on en reparlera après, mais je l'ai fait sur quasiment tous nos outils. Quand il a fallu que je m'attaque à GitLab en lui disant non, tu n'as plus le droit de rien faire, ça a été assez. Il n'était pas content. Il n'a pas démarré, hein, de toute façon, il n'a pas voulu. Si on n'est pas capable de faire ça, on va lui limiter quand même l'utilisation. En gros, on va démarrer avec un cap drop all et on va lui donner les capabilities une par une, en essayant de trouver. Le truc qui est un peu compliqué avec ça, c'est que ce n'est pas documenté. Le seul outil qu'il y a dans ma forge logicielle qui documente les capabilities minimales dont j'ai besoin, c'est SonarCube. C'est le seul. Alors pourquoi Sonar, j'en sais rien. En tout cas, ils sont sympas. Parce que les capabilities, autant vous dire que c'est du die and retry. T'enlèves tout, tu fais OK. Alors il a peut-être besoin d'écrire quand même, donc tu rajoutes les capabilities, tu fais non, ça démarre toujours pas. OK, bon, on va essayer. Puis en fait, c'est des combinaisons. J'ai passé des mois entiers à faire ça. Il n'y a pas de recette magique aujourd'hui pour trouver les capabilities. Alors, on m'a proposé plusieurs fois d'aller faire soit du Petras, du Estras, du machin pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe exactement. Mais c'est une galère. Le die and retry va plus vite.
C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Bref, les objectifs sur tout ça, c'est vraiment de restreindre au maximum les interactions que les conteneurs peuvent avoir avec votre système. Grâce à ça, vraiment, vous allez vraiment limiter ce que votre conteneur peut faire. On a fini. On a fini avec les règles. On n'a pas fini la conf, on a fini avec les règles. Maintenant, ce qui est intéressant avec toutes ces règles sympathiques, vous en avez vu, il y en a qui sont quand même assez évolues, c'est comment on fait pour les mettre en application. Donc on va revenir un petit peu sur notre petite infra de forge. Comment on fait pour appliquer toutes ces règles? Et surtout, est-ce qu'on a pu respecter toutes ces règles-là? Spoiler alert, non. On n'a pas tout fait, ça c'est clair. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, pour gérer notre infra, vu que, ok, on ne fait pas du cube, mais on n'est pas non plus des sagouins, on a quand même automatisé un petit peu. On a du Terraform pour déployer l'infra, on a du Packer pour construire nos images de base. Vu qu'on a du Docker, on a 2 formats d'images, donc ça part tout seul. Et on a du Salt Stack. Alors Salt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équivalent de Ansible, Puppet et Chef. En gros, c'est du provisioning. Ça permet de faire du provisioning. C'est juste pour l'info, l'utilisez pas, l'outil marche bien, mais il est encore maintenu, a priori. Et donc on s'est appuyé en fait sur ces outils pour automatiser un maximum des tâches de sécurisation. Donc on a pu appliquer des règles globalement. Ça, on l'a fait directement dans les images de base de notre infra. Donc avec Packer, on a interdit la connexion des conteneurs au réseau Bridge. Comme ça, par défaut, les VM et les ISO qu'on utilise pour monter nos VM, les conteneurs ne sont pas sur le réseau par défaut de Docker. Ça, c'est hyper pratique. Et pareil pour la R7+. Donc comme je disais, la R7+, pour rappel, c'était la configuration qui permettrait à un autre utilisateur de créer des namespace ID. Là, la seule chose qu'on a vérifiée, c'est que cette permission soit bien désactivée. On le vérifie quand même. On peut faire attention. On ne sait jamais si Debian se tape un délire un jour d'activer ça. Je ne pense pas. Voilà, on s'assure que la conf est mise. Sur les règles globales qu'on n'a pas appliquées parce que c'était trop compliqué pour toutes les raisons dont je vous parlais tout à l'heure, c'est dédier un namespace user ID pour chaque conteneur. Parce que dans notre infra, on utilise du bind mount, typiquement pour les logs. Parce que GitLab, Artifactory et tout ça, les logs, ils les écrivent dans des fichiers. Et on ne pouvait pas tout balancer sur la sortie standard de Docker. Ça aurait été extrêmement compliqué. Il y a plus de 70 fichiers de logs différents dans GitLab. Ça aurait été très complexe. Donc s'il avait fallu en plus qu'on gère le fait que ce ne soit pas des user ID reconnus par l'autre, ça aurait été un enfer. On ne l'a pas fait. Et en plus de ça, on a besoin de faire des modifs de conf. Bref, ça, on n'a pas fait. Ensuite, il y a les règles spécifiques à chaque outil. Ça, on les a fait dans les Docker Compose. Parce que comme je vous disais, nous, on déploie tout dans les Docker Compose, qui sont déployés automatiquement par SaltStack. Là, ça a été relativement long, parce que du coup, il faut le faire au cas par cas. Pour chaque outil que vous allez déployer, il faut reprendre toutes les configurations. Ça, c'est un petit peu long. Et malgré tout, c'est assez peu documenté sur ces sujets-là. Donc, sur les limitations de ressources, on a appliqué les règles R10, R11, R9, qui sont les limitations CPU RAM et la partie control group, parce qu'on n'avait rien à faire, donc on l'a appliqué. Ça, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Il y a besoin d'ajuster à l'usage. Typiquement, sur les configurations CPU RAM, quand on a posé les limites autour d'Elasticsearch pour la stack ELK, on les a très vite réajustées quand même, parce que le truc ne marchait plus du tout, était très lent. Donc voilà, mais ça voilà, c'est du réglage à la suite, quoi. Sur les accès file system et permissions, on a appliqué les règles R1 qui est isoler les systèmes sensibles de l'autre. On n'a pas monté slash dans slash. On ne l'a pas fait. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Restreindre les accès aux périphériques de l'autre. Là, on est sur une infra de forge. On n'a aucune raison d'aller taper dans les devices externes des serveurs. Ça pourrait être drôle, mais c'est pareil, on ne l'a pas fait. On a du bind mount, donc la règle R14, les systèmes de stockage externe, on a du volume et du bind mount pour les deux. Et pareil pour la règle R15, restreindre l'accès au répertoire aux fichiers sensibles. On n'a pas eu besoin d'accéder à des fichiers spécifiques, on n'a pas eu besoin de le faire, donc c'est très bien passé. On a eu un petit piège quand même avec Docker in Docker, comme j'en parlais tout à l'heure, avec l'option privilège sur les accès device. Du coup, on a résolu le problème en n'utilisant plus de Docker in Docker, mais en utilisant du Canico pour faire la construction de nos images Docker. Ça marche très bien. Donc, voilà. Sur les parties toujours accès FS et permissions, il y en a qu'on n'a pas fait. On n'a pas appliqué la R12, le read-only sur les conteneurs, on ne l'a pas fait.
on maîtrise aucune des applications complètement, c'était impossible à gérer. Si, en plus, je raconte des bêtises, parce qu'on peut le faire sur Nginx. Nginx supporte le read-only sans trop de problèmes. Vous pouvez mettre votre conteneur Nginx en read-only. Je vous assure qu'il écrira sur rien. La règle R13, donc, c'est le fait de monter les répertoires de cache et les répertoires de données non persistantes dans du TempFS. Ça, on a réussi à le faire sur certains des outils parce qu'on a réussi à déterminer dans quel répertoire il foutait ses caches. Voilà. Mais il faut partir, voilà, vous allez fouiller, quoi. C'est trouver d'où ça vient. Trop compliqué, limiter l'écriture de l'espace de stockage de chaque conteneur. Allez limiter un Artifactory, un GitLab ou un truc comme ça au niveau de l'espace disque. En plus, pour le coup, on n'a pas trop de risques. Nous, on a une VM par outil. L'outil n'a pas de risque de faire péter un autre outil. Au pire, il va tomber tout seul. Tant pis pour lui, tant pis pour nous aussi. Mais voilà, on n'a pas posé de limite sur ça. Et pareil, sur les règles, la R12-, qui est le fait d'extraire ça dans un autre file system. On ne l'a pas fait, même principe. On est sur une VM qui est dédiée à l'outil. On ne s'embête pas avec ça. Pour les logs, on a appliqué la R16, qui est la sortie standard. On utilise le driver Guelph de Docker pour envoyer tous les logs de la sortie standard de Docker vers Logstash. Comme ça, on est tranquille. Ça, il n'y a pas de problème. Et nous, on a appliqué la R16-, qui est de laisser gérer la sortie des logs par les applications. Non, on ne l'a pas fait parce que les outils qu'on a, on ne peut pas les configurer pour le faire. Là, vous ne pouvez pas lui dire, tu m'envoies tous les logs vers ELK. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Si vous trouvez. Donc voilà. Au niveau du réseau, on a appliqué l'isolation de l'interface réseau. On n'a pas eu besoin d'utiliser les réseaux de l'hôte. On a vraiment nos propres réseaux Docker. Et on a fait tous les réseaux spécifiques. Typiquement, Artifactory, je crois qu'il y a 5 ou 6 services dans le Docker Compose. Pareil, die and retry. On a monté des réseaux, on a vu si ça marchait. Et puis, on a réussi à recabler le truc correctement. Et au moins, on est sûr de ce qui se passe. Sur la partie boss mode, donc sur tout ce qui est règle des namespaces, on l'a appliqué parce que la conf de base, elle est bonne. Donc, on n'a rien fait. Et c'est très bien comme ça. C'est trop compliqué. Sur les règles, sur les capabilities, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Je l'ai fait sur 90% de nos services. D'aller faire du cap drop all et puis de rajouter, vérifier si les différentes capabilities fonctionnent. Donc ça, voilà. Comme je disais, il n'y a pas de documentation, sauf sur SonarCube, autour de ça. Au final, ça donne ça. Un petit peu ce qu'on a fait, toutes les règles. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs en vert, il y a des trucs en rouge, clairement, qu'on n'a pas fait. Je ne vous ai pas tout mis. En plus, vous avez vu, c'est un très bel extrait Excel. On a fait à peu près ça. Maintenant, on a d'autres outils. Aujourd'hui, c'est rentré dans nos process à nous. Quand on déploie un nouvel outil, on repasse sur les règles et on regarde ce qu'il faut faire. On teste. C'est long, je vous promets. Mais par contre, derrière, en plus, nous, mon client, on a des besoins de sécurité assez forts. Donc, on fait attention à ce genre de petites choses-là. Un petit exemple de ce que ça peut donner sur une configuration. Alors, je vais essayer de ne pas perdre ma souris. Ça, c'est la conf d'un Artifactory. Donc, on a les volumes et les environnements, je vous les passe. Par contre, du coup, là, on a toute la configuration au niveau des réseaux. On a le login, du coup, ce qu'on sort. Alors là, on sortait du JSON sur celui-ci. On a fait de la limitation aussi au niveau... je ne me rappelle même plus de à quoi ça correspond, ça. La limitation au niveau des CPU, les limitations au niveau des MEM, tous les caps nécessaires au fonctionnement d'Artifactory. Pareil, du coup, côté Nginx, à peu près le même principe. Voilà. Si Nginx, j'avais eu besoin de le mettre, parce qu'on se connectait sur un réseau qui était en dessous de 1024. Et la configuration des réseaux qui vont avec. Donc vous voyez, malgré tout, ça commence à faire des petits fichiers Docker Compose qui commencent à être un peu sympas en termes de longueur. Mais par contre, ça vaut le coup, quoi. Ah, on a failli oublier un truc. Ce qu'on a failli oublier, c'est les conteneurs de GitLab CI. Parce que du coup, on fait de la CI et on a failli oublier cela. En fait, vous pouvez faire toutes ces configurations-là dans le config toml du runner. Vous pouvez aller modifier le config toml pour que quand il démarre un conteneur par la CI, qu'il applique les différentes règles qu'on a pu voir là. Parce qu'un peu plus, on foutait des trous de sécu sans le savoir. Et du coup, maintenant, est-ce que c'est sécurisé? Eh ben non. Non. Qu'est-ce qu'on a fait là pour l'instant? On a limité l'influence que les conteneurs pouvaient avoir entre eux et avec l'autre. Par les moyens qui sont... On a revu la configuration de base du démon Docker.
on a limité les consommations de ressources, on a isolé et rendu les conteneurs les plus indépendants possibles via des paramètres de run, que ce soit par le réseau, par le fait qu'ils soient isolés, qu'on a laissé les namespaces tranquilles dans leur coin. Et on a réduit au maximum toutes les actions. En gros, ce que j'entends par là, c'est tous les privilèges qu'avaient les conteneurs, donc en gros, les commandes système, que pouvait faire le conteneur. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à sécuriser le build, il reste à sécuriser les applications, il reste à sécuriser le reste du réseau, et il reste à sécuriser tout le reste de l'infrastructure. Je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos retours. C'est important pour moi, même pour les autres speakers. Faites des petits feedbacks. On a 4 minutes pour les questions. Donc si vous avez des questions, libre à vous. Merci pour le talk. À la fin, tu parles de GitLab CI. Vous avez réussi à ne pas faire de Docker in Docker dans GitLab CI? Ouais. En fait, et c'est quoi l'alternative du coup? le seul besoin de Docker in Docker qu'on avait sur notre infrastructure, c'était de builder des images Docker. Et en fait, pour builder des images Docker, tu as des solutions comme Canico qui existent. C'est une solution proposée par Google. Ça se prend relativement bien en main. C'est pas compliqué. Pas d'autres questions? Si. Bonjour. Est-ce que vous vous êtes amusé à revoir ces règles dans le contexte Kubernetes? Non, ça fait partie des exercices que j'aimerais faire, mais il faut aussi que j'explore comment Kube, alors si on utilise Docker en tant qu'exécuteur de conteneurs, comment Kube gère aussi, lui, au niveau de sa sous-couche de sécurité. Il y a pas mal de choses à voir, mais ça fait partie des sujets qu'il faudrait que j'adresse. Bonjour. Alors je suis désolé, j'ai les spots dans le visage. Je suis un peu au fond, merci. Bonjour. Vous dites que vous avez utilisé Canico. Il existe des alternatives. Nous, de notre côté, on a utilisé Bulda. Je voulais savoir si vous aviez fait un POC sur les deux et quelle a été votre décision finale. Enfin, surtout pourquoi. J'ai compris que c'était Canico. Pourquoi Canico? Honnêtement, parce qu'on l'a testé, on a cherché des alternatives, on a vu que ça marchait bien et on n'a pas été plus loin que ça. On va pas se mentir, ça répond à notre besoin aujourd'hui. Ok, et au niveau Kubernetes, vous avez mis quoi en place? C'est du Kube allégé ou nous on a mis du K3s par exemple? On n'a pas de Kube dans notre infra. D'accord. Pas du tout. Ok. Enfin, on commence à en avoir parce qu'on a réussi à faire passer le message que c'était important d'avancer dans le temps. Mais ça commence tout juste, mais on est sur du... Ouais, je crois que c'est du K3s sur lequel on part. Merci. Et on a d'autres trucs de sécu avec Kube à gérer, network policies et tout ça. Machin. Bonjour, merci pour la conf. Plaisir. Et moi, j'aimerais revenir sur les limites. On commence à avoir plusieurs écoles en fait aujourd'hui de limites sur les conteneurs, surtout quand il y a plusieurs applications sur un même hôte, qui est un peu de dire si vous avez une application qui a besoin à un moment de CPU, mieux vaut la laisser avoir son pic de CPU et ensuite redescendre, parce que de toute manière, l'orchestrateur qui a derrière va toujours s'assurer qu'elle ne monte pas plus haut que le minimum de l'ensemble des autres applications. Donc, parce que le risque, c'est que en fait, elle a besoin de son pic, elle atteint la limite, elle se fait tuer, elle redémarre, et elle a à nouveau besoin de son pic, et la charge utilisateur n'est jamais remplie, alors que votre hôte, en fait, il continue à brûler de la ressource pour un but finalement qui n'est pas atteint. Alors, pour la partie limitation, là, ici, moi, je suis dans le cas d'usage où je n'ai pas d'orchestrateur derrière. Donc, il n'y a rien qui m'assure le fait que ça va redémarrer ou tout ça. Et de toute façon, alors si l'orchestrateur est capable de gérer ce qui se passe, on va le laisser. On ne va pas réimposer ces règles-là. Là, dans mon cas, j'en ai pas. Et soyons clairs, sur la partie limite, nos outils sont limités tout ça quasiment à 80%. C'est juste pour protéger notre kernel de notre VM.
Mais par contre, c'est vrai qu'il vaut mieux laisser un peu de battement, faire un peu d'over-provisioning sur les différentes configurations pour laisser un peu de liberté en fait aux différentes machines. C'est tout bon. Merci beaucoup encore une fois. J'espère que ça vous a plu. Et je suis ici si vous avez d'autres questions.